Vous avez vu, hein, j'ai changé de micro. Ah ouais, micro-cravate. J'ai un micro-cravate là, parce que j'en avais marre là, des micros, là, des machins, il faut rester devant et tout. Là, voilà, je peux parler librement, je peux faire des squats. You can rum-ti tum-ti tum-ti tum. I'm the man who broke the bank at Monte Carlo. Did we make it? Are we back? Et oui, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Salut les amis, il est l'heure magique. Mon Guillaume, salut mon pote. Ouais, content de te retrouver, content de vous retrouver. Mon Benjamin, welcome back mon ami. On avait fait le dernier show avec toi. Il est tout à fait indiqué que tu reviennes nous voir pour cette centième, hein, ce centième numéro. Bah, content de vous retrouver tous les deux. Pour ce show de reprise. Les amis, on sait qu'on vous a manqué. On a manqué à une bonne partie de la planète. J'ai reçu plein de messages. Un grand merci pour vos messages, les amis. Nos- On a une communauté très petite, mais très soudée, très vivace. Ça fait vraiment plaisir. J'ai reçu des messages, voilà, comment vous allez? On espère que vous allez bien. Quand est-ce que vous revenez? Ça fait plaisir, les amis. On vous embrasse, on vous fait des bisous. On attendait que vous nous demandiez de revenir, que vous nous envoyiez quelques preuves d'amour un petit peu là. Hein, C'est le truc ça, voilà. un peu tangible là. On s'est fait un petit peu désirer. Bon, voilà, nous, moi j'ai regardé, ça fait 4 ans, ça fait bientôt 5 ans qu'on fait ce show. On tourne à 2 shows par mois en moyenne, ce qui est plutôt pas mal. On a plutôt bien charbonné pendant plus de 4 ans. Et donc, voilà, on a souhaité faire un petit hiatus, une petite pause, parce qu'après tout, on fait ce qu'on veut. Tout cela, c'est pour mieux vous retrouver, les amis. Nous, voilà, nous, c'est un petit show, l'or magique, c'est un show un peu, voilà, c'est un peu bricolé, c'est un peu amateur, mais on le fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion. On s'approche doucement mais sûrement des 1000 abonnés. Alors, pour ce show de reprise, les amis, on va brosser un peu l'actualité ciné des derniers mois, de ce qui nous a marqué, de ce qu'on a aimé, moins aimé. On parlera particulièrement des sorties cinéma. Et puis, je ferai un petit laïus bouquin, parce que j'ai quand même pas mal bouquiné ces derniers temps. En mode bref du comptoir. Ah, ouais, un peu ça, c'est un peu ça. On est un peu au bistrot, on discute entre nous et de manière totalement relaxe. Alors, on s'est quitté au mois de mai-juin dernier, avec un peu de retard. Bonne année, joyeux Mais Noël, Noël, joyeux Noël et bonne année, dans cet ordre-là. On va commencer dans l'ordre chronologique de sortie. Le dernier Mission Impossible numéro 12, Final Reckoning. On va ouvrir les festivités avec cette grosse sortie de l'année dernière, de l'été dernier. Bon, on va pas revenir là-dessus. C'est un film qui a eu beaucoup de problèmes de fabrication, des problèmes de tournage. Il a encaissé la grève des scénaristes, il a eu des avaries techniques, etc. Ça, c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, pour moi, le film de trop. Je dirais même que les deux derniers sont les deux films de trop. Euh, un film bourratif, un film empesé. euh, qui cherche de manière rétroactive à créer une cohérence globale. Et moi, j'ai pas du tout acheté ça, les tentatives de ce film de nous vendre le truc qu'en fait, tout ça, c'est la même histoire. De donner avec du retard une cohérence à des personnages, de lier des personnages entre eux de manière rétrospective. Je pense notamment, on apprend notamment que Jim Phelps avait un fils, le personnage de Shea Wiggum. Tout ça fait que j'ai pas du tout acheté, puisqu'on le sait tous, je vous apprends rien. Les Missions Impossibles sont des one-shots, depuis 1996. Ce sont des one-shots, bien que depuis l'arrivée de Christopher McQuarrie, voilà, les films ont essayé d'avoir une cohérence, et de faire de cette saga un tout cohérent. Mais je trouve que c'est assez maladroit, assez forcé. Fallout me satisfaisait pleinement. Fallout, pour moi, c'est un film éminemment satisfaisant. C'est un film plein
qui se termine sur un sommet, hein. Je n'attendais pas Dead Reckoning, ni Final Reckoning. Le gros défaut du film, qui pointait déjà avec Dead Reckoning, c'est que les personnages passent leur temps à expliquer ce qu'ils vont faire. C'est pas un scénario, hein, c'est une notice de montage. C'est ce qui m'a rendu le visionnage insupportable. Alors j'ai acquis le Blu-ray, hein, évidemment, le Blu-ray comme un chien de Pavlov pour avoir la totalité des films. C'est un film que je n'arrive même plus à voir en entier, hein. Donc voilà, pour ma part, j'étais assez déçu. Euh, Mon cher Guillaume, je crois que tu l'as apprécié, hein. Vous l'avez vu à Cannes d'ailleurs tous les deux, je crois. Ouais, le lendemain de la conférence de McQuarrie, dans laquelle s'était invité Tom Cruise. Mais du coup, par contre, tu vois, en vrai, à Cannes, on avait pris une gifle monumentale et les circonstances ont certainement fait que. Du coup, je l'ai quand même revu pour être sûr que c'était pas juste l'ambiance cannoise et le planning de la projection qui avait complètement biaisé mon avis. Je le trouve quand même mortel ce film, je suis désolé, hein. Je le trouve quand même mortel, hein. Et tu vois, et en fait, je suis d'accord avec toi, dans le sens où Fallout, la franchise aurait largement pu s'arrêter à Fallout. Honnêtement, c'était la conclusion. Enfin, je pense qu'il sera d'accord avec nous aussi. On est La d'accord, conclusion les amis. est parfaite. En vrai, il n'y avait pas besoin d'en refaire. Est-ce que ceux-là sont forcément nécessaires dans le lore Mission Impossible? Non. Par contre, cinématographiquement, tu pourras pas empêcher à Macquarie le fait de sa qualité d'être quand même relativement pertinent et visionnaire sur l'air du temps et notamment l'intelligence artificielle parce que tu sais c'est ça, moi je trouve c'est ça que l'exercice que je trouve quand même intéressant dans les deux dernières Missions Impossibles et surtout dans le dernier, c'est la manière dont justement l'IA en fait va comment dire essayer de reconfigurer et forcer toutes les figures de style que l'on connaît de Mission Impossible en fait. Et à chaque fois comme tu dis que les personnages parlent de ce qu'ils vont faire etc et tout, la question c'est pas te dire ce qu'ils vont faire, c'est est-ce que je peux encore le faire alors qu'il y a peut-être un logiciel en ce moment qui est exactement en train d'anticiper ce que je pense, la manière dont je planifie, dont je vais agir et compagnie, etc. Et tout. Et du coup, en permanence, tu as le spectacle, le grand spectacle de personnes qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, Tom Cruise en premier, et qui passent leur temps à penser contre eux-mêmes, quoi, tu vois. Ils passent leur temps à penser oralement contre eux-mêmes. Du coup, c'est vraiment un jeu cérébral au sens premier du terme, et je pense que c'est peut-être le plus. À ce niveau-là, c'est peut-être le plus macquaricien des missions impossibles, tu sais, justement pour ce côté cérébral. Benjamin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, complètement. Alors, j'étais déçu du précédent volet, mais vraiment, j'avais des grosses attentes et je trouvais que le film avait payé des conditions du Covid et autres grèves de scénaristes. Avec la mort de Rebecca Ferguson dans Dead Reckoning, désolé, je spoil, mais je trouvais que c'était scandaleux. C'est elle qui est partie, hein. Ah C'est elle ouais, qui mais a, ouais, c'est elle qui a demandé à partir, ouais. il y avait quand même une manière d'amener les choses, à mon Je suis sens, d'accord. Ouais, Mm. plus soignée. c'est vrai. Que sur un vieux pont construit dans un studio quelque part planqué quoi. Planqué en Europe. Et là, surtout le précédent volet, je comprenais pas. Enfin, à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Tom Cruise qui courait au-dessus d'un aéroport là. Puis on Ouais. le voyait courir, on le voyait courir, on le voyait courir, parce que juste après avoir empêché qu'une bombe explose, et puis je me disais, mais pourquoi il court comme un imbécile? Qu'est-ce qui se passe? Puis d'un seul coup, il y avait le générique, je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, je trouve que le précédent, on comprenait pas, quoi. On comprenait pas les enjeux, on comprenait pas le redcon. Il y avait zéro sens. Il y avait vraiment zéro sens à tout ça. Et là, l'intérêt de ce nouveau volet, c'est que au moins au début, on arrive à comprendre dans quel monde on se place. Et ça me semblait quand même assez important. Et surtout, on est dans un univers qui est, pour le coup, comment dire, déjà dans le post-apocalyptique. C'est-à-dire Oui. que la MIF n'a pas réussi à empêcher un événement dramatique d'avoir eu lieu, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent. Et je trouve que je trouve qu'à la limite, le demi-échec ou demi-succès, appelons-le comme on veut, du premier de Dead Reckoning, Dead Reckoning, ouais. bonne chose, parce que je pense que ça aurait desservi le film d'être la suite directe, et d'être le diptyque et de terminer le diptyque initialement envisagé par McQuarrie et Cruz, parce que comme tu le dis, le premier, il y avait trop de vices de procédure pour être racheté convenablement.
dans ce qui aurait pu être une suite directe. Tandis que là, le fait que le demi-succès du truc les a obligés à repenser intégralement le plan initialement prévu, alors que tu avais déjà 40% du film qui était déjà tourné et tout, bah, je trouve que ça a forcé McQuarrie à trouver une raison d'être, en fait. Une vraie raison d'être à ce film-là, euh, qui n'est pas juste de refaire un Mission Impossible pour machin. Et il y a un truc, moi, qui m'a vraiment touché, moi, tu vois ce que je veux dire, que j'ai vraiment adoré. C'est la façon dont, en fait, et d'ailleurs, le film le dit clairement, l'intelligence, l'IA, en fait, l'entité dans le film, mise constamment sur le pire, en fait, mise constamment sur la manière dont les gens vont se méfier les uns des autres pour créer un enchaînement de réactions qui vont faire boule de neige jusqu'à mener à la catastrophe généralisée et mondiale. Et ce que dit McQuarrie et Cruz, enfin, ce que disent McQuarrie et Cruz, c'est putain, mais il suffirait juste, tu vois, d'essayer de ne pas attendre le pire de l'autre, tu vois ce que je veux dire, pour sortir de cette impasse-là et devenir moins lisible, en fait. Et à la limite, je pense que dans l'heure actuelle, c'est un truc qu'on a quand même un peu besoin d'entendre et qui avait besoin d'être dit, en fait. Et le film a cette façon-là de jouer, en fait, avec tes biais cognitifs qui sont en plus actionnés parce que, comme le dit Fouad, tout ce que le film égrène comme figure de style, tu les connais, tu les as déjà vus, tu as aussi le retour des personnages précédents, donc tous tes biais cognitifs, Mission Impossible, liens, sont actionnés, etc. et tout. Et de la même façon que les personnages doivent trouver un autre chemin pour réussir à déjouer les plans de l'entité qui les connaît par cœur, bah lui, McQuarrie va jouer avec toi pour que de tout ce que tu connais dans les Missions Impossibles, tu te trouves un autre chemin pour aller dans le film. Moi, je trouve que c'est vraiment un exercice brillant qui a le mérite en plus d'être incarné, c'est-à-dire qu'il n'est pas que théorique, quoi. Moi, je suis très déçu de ce qu'ils ont fait de Kittredge. Ah oui, je Euh, crois, ouais. Kittredge, c'est mon personnage préféré de la saga. Tout simplement, enfin de la saga. On le voit que dans 3 films. Mais moi, j'adore ce personnage depuis le début, hein, depuis 96. Pour moi, il était c'était l'antithèse parfaite de Ethan Hunt, hein. C'est un Ethan Hunt de bureau, Kittredge, hein. Il est aussi déterminé que lui, aussi compétent, aussi motivé, à sa manière à lui. J'aime beaucoup la manière dont Henry Czerny l'incarne. J'adorais ce type de personnage qui n'est pas dans l'action, mais qui est dans la stratégie, T'as un fétiche pour les bureaucrates maléfiques qui caressent leur toit dans leur fauteuil. Tu vois ce que je veux dire. Je vous m'avez Voilà. démasqué, hein. Mais j'aime bien parce que en fait, Kittredge, c'est pas un méchant dans le sens, comment dire, ennemi, antagoniste. Il a son agenda qui est fondé, hein, c'est-à-dire que tu vois, dans le De Palma, voilà, il a son agenda. Il a raison de soupçonner Ethan Hunt. Il a raison. Il a toutes les raisons de le faire. Et à la fin, il est juste. Il reconnaît son erreur. Voilà. C'est un mec qui est profondément intègre, professionnellement parlant. Et puis voilà, bon, je referme la parenthèse. Après, pour revenir au dernier, au menu des réjouissances, je suis très content de retrouver Pomme Clémentieff. Oh, putain. J'étais très embêté qu'elle meure et j'espérais qu'une chose, c'est qu'elle revienne. Donc j'étais très content de la revoir. Cathy O'Brien aussi, qui est assez. On la voit pas beaucoup, mais cette nana, moi je l'ai découvert dans The Mandalorian, hein, je crois. Ouais. Elle est assez spectaculaire, cette nana, même si elle n'est pas très bien servie par le film, mais elle a qu'un rôle secondaire, voire tertiaire. Voilà, il y a quand même des réjouissances assez sympas. La facture du film est au diapason, hein, voilà, hein, c'est comme un film très haut de gamme. Bon, en tout cas, j'entends bien votre enthousiasme. C'est marrant, moi, ce que j'aimais, c'est que c'est un film, je te dis, qui pense contre lui-même et qui pense en fait contre les automatismes de la franchise. Sachant que l'IA, enfin l'entité dans le film, Ouais. elle connaît tous les chemins les plus disruptifs que Mission Impossible est capable de prendre pour déjouer une situation. Comment tu trouves un chemin de victoire contre un logiciel qui connaît tous tes chemins de victoire et qui a tous catalysé? Et là où il est fort, McQuarrie, c'est qu'il arrive même à refaire intégralement, avec Benjamin, on l'avait dit, la scène du sous-marin. Putain, la scène Oui, du là, sous-marin. je suis d'accord. C'est un putain de moment de cinéma. Tu On est refais le d'accord. 5, le mec il t'arrive, il réussit à travers ça, te refaire une scène du 5, mais là en te mettant du 2001 l'Odyssée de l'espace dans le symbole, quoi, tu vois, enfin le Ah gars, oui, C'était du Charlie Chaplin. oui, C'était du Charlie Chaplin avec des missiles balistiques. oui, enfin, alors c'est vrai que mais- cette scène, on est d'accord, les amis, c'est un grand moment de Cinoche. Là, je suis resté accroché à Mais, mon fauteuil. Il n'y a mais, pas de mais souci. par contre, ouais.
J'entends que. Ouais. Moi, j'en ai parlé avec d'autres amis et qui me disaient que tout ce que tu disais, Fouad, le fait de reconnecter avec tous les autres films de la franchise, ça marchait moins bien, puis que ça pouvait aussi créer un aspect sitcom, dans le sens où ça devenait le film familial, quoi. Enfin, le Bah, c'est film de la ça. grande famille Mission Impossible. Et puis ces flashbacks insupportables. Eh, tu te souviens, Euh, regarde. Enfin, déjà les Après, flashbacks, Enfin, moi ça me rappelle c'est une suite un. de mauvais augure, ça me rappelle Les Dents de la Mer numéro 4. Voilà. Voilà. Alors sans mettre les films dans le même plan, mais je trouve le flashback, ça, c'est, tu sais pas comment raconter, donc tu mets un flashback. Voilà, tu vois? Mais je pense il savait pas retconner, alors que le 6, quand il retconnait, il le faisait d'une manière très fluide et il comptait sur toi, ton intelligence, C'est vrai. pour capter la chose et du coup avancer. Il n'y avait pas besoin de flashback. Là, par contre, il y en a quand même, ouais, il y en a Ah, forcément aussi à cause du 7, parce que dans le 7, il y avait un flashback pour introduire Sébastien, oui. enfin Ouais. le grand bad guy, Ouais. avec aussi il était rajeuni, je crois. Oui. Et pareil, moi je pense que dans le 5, enfin dans le 8, le bad guy marche toujours pas. D'ailleurs, il le fait mourir pour ça comme un méchant de cartoon sur, sur un aileron d'avion, et je trouve ça très très drôle, parce que c'est tout ce qu'il vaut finalement, alors que l'IA c'est vraiment le grand bad guy. Et il y avait un truc moi, en termes de cinéma que j'avais trouvé ça pertinent, c'est que le jeu d'échelle, tu avais à la fois l'échelle mondiale avec la présidente des États-Unis qui était prête à appuyer sur le gros bouton, excellente d'ailleurs, présidente des États-Unis, je pense Angela des meilleurs Bassett. à l'écran, Mm. Angela Bassett. Tu Mm. avais Tom Cruise avec, qui était contre le bad guy dans les avions, là, qui s'affrontaient. Tu redescendais avec l'affrontement dans la grotte, là. Et après, tu avais aussi l'opération de Benji. Et donc, tu passais du macro au micro, et il y avait quand même quelque chose de très pertinent, parce que je trouvais que pour Macquarie, c'était de montrer que tout est connecté, et dans le fond, tout doit être organique, quoi. Alors, je peux comprendre que ça puisse paraître très théorique, mais je trouvais que c'était assez incarné, en tout cas dans le film, et nous, ça nous avait porté, en tout cas, à l'avant-première. Non, j'entends bien. J'entends bien, messieurs. Bon, moi, pour ma part, ça a été une IMF, hein, une Impossible Mission Fatigue. J'ai ouï dire Tom Cruise était chaud pour en faire un autre et qu'il voulait le confier à Madame Chloé Zhao, je crois. C'est ça, hein? Ouais, super, Bon, j'en ai vu là. Une ok. femme qui va bien, c'est possible. Putain, c'est ça Bah, la moi, modernité. je suis beaucoup plus enthousiasmé par The Digger, hein, le prochain Ah, Inaritu qui pareil. part le énième Mission Impossible. Moi, je pense qu'il faut qu'il passe à autre chose, notre ami Oh, Tom non, Cruise. Il a encore beaucoup de choses à nous montrer. Une année 2025-2026 marquée par le retour de nos vaches sacrées, hein. Donc, oui, James vraiment. Cameron, Edgar Wright, Guillermo del Toro, etc. Des surprises aussi, hein, vous allez en parler, messieurs, je serais curieux de vous entendre. Marty Suprême et Femme de ménage. Donc, le retour d'une vache sacrée, Edgar Wright, Running Man, donc un film que j'attendais, que je trouvais tellement Edgar Wright compatible, hein, c'est tellement un matériau pour lui, hein. Donc c'est plutôt qu'un remake, c'est une nouvelle adaptation du roman de Patrick Bateman, hein, je crois, c'est le pseudo de Stephen King, Running Man, avec cet acteur qui court après la carrière de Tom Cruise, justement, Glenn Powell, hein, qu'on avait découvert dans Top Gun Maverick. Bon, moi, pour ma part, j'ai plutôt bien marché. J'ai trouvé ça très wrightien, en diable, avec, puisque c'est un personnage qui court, qui court, qui court. Et je trouve que ça sied parfaitement à la vélocité, au style d'Edgar Wright, de filmer un personnage qui court. Moi, j'ai vraiment marché. J'ai trouvé j'ai retrouvé la patte, le style, le découpage, la vélocité, hein, donc je disais de Edgar Wright, Coleman Domingo, hein, je le trouve assez, il est vraiment super cet acteur. Là, on commence à le voir un peu partout là. Même si voilà, il propose une autre version du précédent personnage, du précédent acteur qui jouait le personnage. Moi, j'ai vraiment marché, peut-être un chouïa trop long, je dirais, mais j'ai été aussi enthousiasmé par la manière dont Edgar Wright utilise des acteurs, en fait. Il était très fort pour ça, hein. Notamment l'acteur Lee Pace. Lee Hum. Pace qui passe le film, les trois quarts du film, masqué.
Ça, c'est fort, hein. Et qui joue donc avec son corps, avec sa voix. J'adore parce que chez Edgar Wright, on voit les acteurs comme on les a vus nulle part ailleurs, en fait, hein. Benjamin, qu'est-ce que t'en as pensé? Que le film le plus embêtant, c'est qu'il me laisse pas beaucoup de souvenirs en fait. Ah, d'accord. Pas de très très bons souvenirs, parce que je me souviens très bien comment ça se passe. J'ai été assez déçu. Je trouve que c'est un film d'Edgar Wright où l'action n'est pas poussée jusqu'au bout. Je trouve que la scène de l'hôtel aurait pu être encore plus rigolote, encore plus techniquement impressionnante. Et que dans le fond, bon, bah, ce qu'on a vu dans la bande-annonce, voilà, on le retrouve dans le film, hein. Et un film d'Edgar Wright où c'est très mal monté, pour le coup. Notamment le final dans l'avion qui n'a ni queue ni tête. Je veux dire, c'est un film qui, enfin, toute cette séquence dans l'avion, dans le final, je n'ai rien compris à la manière dont c'était photographié et monté. Je trouve que c'est une catastrophe ambulante. Et je pense que Guillaume va en parler aussi, mais d'un point de vue idéologique, le film est pas très clair. C'est-à-dire? Et le film est assez immature. Alors que D'accord. ça aurait dû être un film de la maturité, à mon sens. Surtout pour Running Man, quoi. Tu parlais d'homme qui court, mais un homme qui court après quoi? Ça, c'est une vraie question aussi, à un moment donné pendant le film. Il a effectivement des bons acteurs, il a une galerie de persos, mais qui, à un moment donné, sont là pour être très fonctionnels, quoi. Il y a le petit rebelle qui sait faire de la technique. Il y a une famille afro-américaine qui résiste à l'oppresseur gouvernemental et surtout privé. C'est ce qu'on découvre dans le film. En fait, c'est vraiment, parfois, c'est même plus des archétypes, c'est une galerie de stéréotypes et ça m'a un peu gêné à regarder. Euh, je trouvais que c'était un des moins organiques et effectivement, même le monde de science-fiction, il l'utilise au début et après, finalement, les portables, etc., on les voit plus. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, utiliser pour balancer l'autre, parce que on gagne des points, je crois, quand on le filme et qu'on balance, Oui, ouais. bah, on le voit plus du tout. Alors Glenn Powell est tellement musclé que je me dis, bon, ben, en tout cas, il peut acheter de la créatine, mais il peut pas acheter de médoc pour sa gamine. Ouais, Euh, alors, donc, c'est dis-moi, bizarre. Enfin, j'ai du mal à y croire, quoi. c'est vrai que Et, et toi, Guillaume? Ouais, non, mais il a raison. En fait, Glenn Ouais. Powell et la nana qui est jouée par Naomi Aki, je crois, ou je me gourre Ouais. peut-être. Ils sont censés vivre dans la précarité, pas pouvoir acheter de médicaments pour la gamine. Eh, t'as vu le couple? T'as vu la nana comment elle te retourne les voitures? Lui, lui il est gonflé à bloc. T'as l'impression qu'il va péter. Non, mais on arrête. Mais tu vois, mais par contre, tu vois, moi, personnellement, le film, j'ai trouvé fun et en fait, je regrette de l'avoir trouvé que fun, en fait. Ouais, je suis Ah. d'accord, ouais. Et en fait, je me dis surtout que tout à l'heure, tu parlais du retour des vaches sacrées. Bah, les vaches sacrées, elles nous ont toutes quand même sacrément déçus, en fait, hein. Parce que ce soit le. Et il y a aussi une grande tendance que je trouve qui se dégage de 2025, c'est que ce soit Running Man, que ce soit Bong Joon-ho sur Mickey 17, que ce soit Paul Oui, Thomas c'est vrai. Anderson sur Une bataille à la pilote, le cinéma américain ne sait plus faire de la politique, quoi. Et là, c'est là que tu vois qu'Internet a fait du mal avec des gens qui se sont obligés de donner leur avis et de le formuler haut et fort. C'est que, putain, t'as plus d'espace pour la pensée, l'incarnation, penser un peu contre soi-même, la manière dont tu vas essayer de confronter tes idées au public, tu vois, la manière dont le public va les recevoir et tout. Non, non, faut que tu l'étales au pistolet à la pâture, faut que tu montres tous tes signes de validation bien placardés à l'extérieur, mais en fait, quelque part, l'espace politique n'existe jamais vraiment, quoi. Et tu comprends vraiment à quel point, dans quel désarroi les mecs qui sont avec l'autre agent orange au pouvoir, parce que si c'est à ça que ressemble le cinéma d'opposition en 2020, qui est censé être l'avatar de ce que faisaient les années 60 et 70, les gars, on est dans la merde. Tu vois, et moi, c'est ça en fait ce que je retiens sur Running, que ce soit Running Man, Mickey 17 et tout, qui se sont plantés en plus. Une bataille après l'autre, c'est planté, même si on retiendra le succès critique et le succès institutionnel, c'est que le cinoche américain ne sait plus faire de la politique, surtout quand il essaie d'en faire, quoi. Moi, je me suis satisfait du côté fun parce que même ça aujourd'hui, fun, c'est pas gagné, je trouve, en ce Mm. moment. Alors, tu parlais, tu l'avais un peu sous-entendu, Avatar, le film suivant, Avatar numéro 3,
autre retour d'une vache sacrée, James Cameron, un film que je n'attendais pas de sitôt, donc j'étais agréablement surpris. Euh, Moi, pour ma part, une déception, puisque j'ai l'impression d'avoir regardé Avatar 2.5. J'ai l'impression d'avoir eu du même avec du même. On est un peu aux mêmes endroits, on est sur les mêmes planètes, c'est structuré de la même manière, les engins sont les mêmes. Voilà, et vraiment, alors j'en ai pris plein la gueule, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Le film vaut le prix du billet rien que pour ça, hein. La DA, la qualité des effets spéciaux. Je parlais des engins, moi j'étais très sensible aux engins dans le précédent volet, hein. Il y a toute une faune industrielle, hein, avec des sous-marins en forme de crabe. Enfin, c'est génial. Mais j'ai eu l'impression d'avoir un récit qui fait du surplace. Il se termine de la même manière. Donc, grosse déception, quoi, hein. C'est bizarre. Je sais pas, je m'attendais à quand même du nouveau. Il y a des pistes intéressantes qui sont refermées. Euh, Vous en avez pensé quoi, les amis, Benjamin? Bah, c'est en fait, à la base, moi, je m'attendais à un Avatar 3. Oui, Et eh oui. la réalité c'est que James Cameron a bien déclaré que c'était la partie 2 de Avatar 2. Ah, ok, Donc, en clair, bah, vous je êtes venu comprends. voir effectivement Avatar 2.5, hein, il n'y a pas de, il y a pas de surprise là-dessus. Cameron l'a bien déclaré. Moi, je trouvais ça décevant à souhait. Je trouve que le world building, j'y crois plus une seule seconde. Effectivement, on revoit des lieux, hein, on voit tu sais, le groupe de l'eau, et puis d'un seul coup, on dit, ah, mais en fait, il y a une route commerciale qui passe par ici, donc vous allez découvrir la voie du ciel. Et là, tu dis, d'accord, donc en fait, on est 15-20 ans après le premier, on nous fait encore croire qu'on peut encore découvrir des nouveaux peuples. Ah, puis vous savez pas quoi, mais sur la voie du ciel, il y a aussi un groupe de pirates, on les appelle, bah, c'est le peuple des Sandes, quoi. Donc attention, hein, et du feu. Donc ceux-là, ils sont aussi bad guys, hein. Et plus ça va, et plus on te dit, plus on te retconne des choses, et tu dis, oh, attends, combien de choses il va falloir que j'avale, très très grossièrement, hein, pour pouvoir apprécier le film. Et bah en fait, moi, il y a au moins une heure et demie où je me suis dit, le mec se fout littéralement de ma tronche. Même t'as des dialogues qui ont aucun sens, où ils changent tous d'avis pendant une première heure. Jake Sully qui dit, oh, le garçon, faut s'en débarrasser, hein. Puis après, oh bah ma petite fille, elle pleure, on va tous l'accompagner en famille. Allons-y. Et puis, oh là là, on est tous séparés. T'as Quaritch qui dit, je vais le tuer. Non, finalement, on va quand même s'entraider. Oh, puis je vais le tuer. Oh, puis finalement, non, peut-être qu'on va pas le faire. Enfin, jusqu'au bout du film, c'est sens contre sens, stop, feu vert, enfin, à un moment donné, il y a un vrai problème de circulation de toute façon. Les mecs, ils voyagent dans Pandora comme si 1 kilomètre, c'était littéralement 2 minutes. Alors, je sais qu'il y a l'ellipse, hein, qui existe au cinéma, mais il faut peut-être retrouver comment on la manie, quoi. Et Ouais. plus ça va, moins moi je trouve qu'il y a de cohérence dans tout ce film, quoi. Et pourtant, il y a de super bonnes idées. Oona Chaplin qui est génial, Ouais. Quaritch qui devient enfin quelque chose, la ville industrielle que j'ai trouvé absolument Oui, intéressante j'ai beaucoup et qui est un aimé des aussi, ouais. vrais éléments du film. Ouais. Mm. Mais enfin, il y a des trucs qui sont complètement qui vont à l'encontre du premier Avatar. Rien que le fait de montrer, d'incarner Eywa, Mm. c'est le contresens Ouais. absolu. Et puis à la fin, finalement, bah, moi je me suis dit, est-ce que Disney a eu un impact? Parce qu'on te dit, bah, les morts ne sont pas vraiment morts. Vous pouvez leur rendre visite grâce à votre queue que vous branchez sur le petit arbre dans l'eau et vous pouvez retrouver vos morts. Ne vous inquiétez pas. Ouais, d'ailleurs, gros clin d'œil à 2001, hein, avec Oui, l'incarnation de Eywa. Euh, Mon cher Guillaume, tu rejoins Benjamin? Ouais, moi, ce qui me faisait rigoler, c'est que Quaritch et Jack Sully, t'as l'impression que c'est Donald Trump et Elon Musk. Bro, t'es un con! Tiens, j'ai fait mon dodge. Bro, t'es un con! Viens avec moi. Bro! Ouais. Ouais, c'est une relation de bipolaire, quoi. C'est juste insupportable. Mais en fait, ouais, non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter, mais tu vois, c'est. Là, quand tu vois ce qui s'est passé aussi entre le premier Avatar et puis le deuxième et le troisième, déjà, arrêtez de nous casser les couilles, les mecs, avec vous. C'est le troisième épisode de la deuxième partie du premier film, quoi, tu vois. C'est pas le troisième film, c'est la suite du Ouais, deuxième. non, mais là, faut Arrêtez, arrêter. arrêtez. Ouais, C'est la rue, là. c'est pas la rue, c'est la rue bis. Non, c'est la rue Terre. Non, arrêtez. Ouais, là, là, j'en peux plus, quoi.
Mais non, mais c'est vraiment. Le premier Avatar, c'était vraiment un film d'explorateur. Tu explorais un monde que tu ne connaissais pas. Et tu ressentais des sensations que tu ne pensais jamais avoir ressenties. Dans le 2 et le 3, je suis désolé, hein, tu n'explores plus rien, en fait. Tout est plat. Tout est Non, littéralement mais tout vient à toi en plus, comme si de rien n'était. complètement. Tout vient à toi, t'as plus aucun effort pour aller dans ce monde-là, en fait. Tu sais? Et c'est un film qui doit. Et quelque part, c'est pas si différent de ce qu'on peut reprocher à Running Man, de ce qu'on peut reprocher à Mickey 17 ou n'importe quoi. Comme dit Benjamin, tout vient à toi, on te donne tout. Et on te donne les histoires de machin, et le peuple descend, et Quaritch, etc. et tout. Et ce personnage sur lequel tout le monde s'est extasié, Varang, moi, pour ma part, elle m'a beaucoup déçu. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit la véritable méchante. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se Elle barre à fait la un, sauvette. et c'est Non, ça, elle fait un deal avec Quaritch. Elle s'en sort comment? Par ses charmes. Ok, mais super. c'est pire que ça. C'est pire que ça. Au Ouais. début, on se présente comme la leaduse dangereuse et charismatique Ah d'un oui. peuple Ouais. d'expédition. Ouais. Elle passe au plumard avec Quaritch, ça Et devient voilà. la Quaritch Girl. Super. Non, Voilà, mais, exactement. Elle devient la compagne mais- de Qui, Quaritch. Super. qui s'échappe par le bord obscur d'un plan large, tu sais. ouais, c'est ça. Et Dans- dans- d'où dans viennent qui est-elle? D'où viennent ses pouvoirs? On n'en saura jamais. Moi, vraiment, je me suis dit, waouh, Varang, putain, quelle la- promesse, quelle promesse. Et en fait, elle va au plumard, tout simplement. Voilà. T'as l'impression Super, que le mec il est en train de te dire que les femmes de super. pouvoir fortes n'attendent qu'un coup de rein du masculin, du patriarcat toxique Ouais. pour prendre la place qui est à leur. Voilà, j'attendais autre chose de James Cameron sur ce personnage précisément. Et voilà. Donc, voilà, on est raccord, les amis. Moi, perso, Avatar fatigue, hein. Je suis pas sûr de rempiler. Je suis pas sûr de rempiler, hein. Mais moi, c'est pire que ça. Je sais même pas ce que va faire. Enfin, l'état Oui, d'esprit qui se dégage de Cameron après ouais. Avatar 3, tu vois, moi, je sais même pas si j'ai vraiment envie de voir après, tu sais. C'est ça qui me fait le plus peur, en fait, tu vois, c'est que. Et c'est la même chose pour un mec comme Edgar Wright, même si j'ai plus aimé Running Man, c'est Ouais, la même chose pareil. qui joue haut. C'est que quand je vois la conception du cinéma qui se dégage de ces films-là, tu dis putain, bah, nos vaches sacrées, sans déconner, c'est devenu des moutons, quoi. Eh bien, une autre vache sacrée qui m'a donné vraiment, qui m'a fait plaisir de revoir, c'est Guillermo del Toro. Euh, c'est intéressant d'enchaîner James Cameron et Guillermo del Toro parce que ces deux sont liés, hein, personnellement, à titre personnel. Frankenstein, le film de sa vie, le film qui n'a cessé d'adapter indirectement tout au long de sa filmographie. Guillermo del Toro, hein, Frankenstein, c'est une figure incontournable du cinéma de Guigui. Euh, Là, il embrasse son totem, hein, pleine bourre, avec Frankenstein, film Netflix, hein, pour le coup, hein, qui n'est pas sorti en salle. Alors moi, il m'a satisfait pleinement. J'ai eu, d'autant plus que Frankenstein, hein, voilà, quoi. Tout le monde le sait, ça a été adapté, réadapté, c'est régulièrement adapté, parce que on peut le dire, hein, c'est un espèce de mythe, hein, c'est un mythe littéraire qui est devenu un mythe cinématographique. C'est un film qui m'a fait passer un très bon moment, euh, notamment par le lien entre la créature et son créateur. Hein, ça, c'est quelque chose que je n'avais vu nulle part ailleurs, où il y a vraiment un lien père-fils et la place que donne le film à la rédemption et au pardon, ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé ça très émouvant. L'acteur Jacob Elordi, je trouve même si je le trouve peut-être un peu trop grand, peut-être un peu trop fin, mais peu importe, moi, il m'a embarqué dans ce film. Et alors, j'aimerais vous entendre là-dessus, messieurs. Depuis son précédent film, hein, c'est-à-dire Nightmare Alley, j'ai l'impression que Guigui, il a fait évoluer sa mise en scène. Ses prises sont beaucoup plus longues. Mm. Il laisse beaucoup plus le temps au personnage de s'exprimer. Il coupe moins. C'est l'impression que j'ai eue. Il y a moins de coupes dans ces films. Et ça, je trouve que ça fait respirer ces films. Ça leur donne vraiment je trouve, une autre ampleur. Moi, en tout cas, pour moi, Frankenstein, c'est plus que validé, hein, Guillaume.
Non, mais t'as raison sur la mise en scène de Del Toro, parce que c'est vrai qu'avant, tu voyais beaucoup ces raccords de mouvement, en fait. Il y avait une série il y avait une façon de jouer là-dessus, en fait, que je trouvais extrêmement ludique, même si parfois c'était un peu trop voyant, quoi. Tandis que là, ouais, effectivement, dans Frankenstein, t'as l'impression que c'est Del Toro mythe Kubrick, tu sais. Il te fait les plans les plus larges possibles, dans des décors les plus grands possibles, avec la direction artistique la plus majestueuse possible, pour te représenter l'époque et t'inscrire le truc. Mais le souci, c'est que c'est beau, et voilà, quoi. Enfin, moi, je suis désolé. C'est déjà pas mal. C'est Ah, mais, déjà enfin, pas mal, Guillaume. désolé, alors Ouais, déjà le choix pour moi, tu vois, je crois que ouais. le problème de Del Toro, et là c'est pareil, il y a un changement là. Il y a un maraboutage, Ah oui? Ah, ouais. cérébral dans l'histoire, quoi. Prendre un mec comme Jacob Elordi pour jouer Frankenstein, alors que le mec a l'air de sortir d'un magazine de muscu. Déjà, premièrement, là, mais il a rien à. Et C'est vrai puis, qu'il est. Ouais. le gars, c'est l'ultra BG du moment qui joue comme une chèvre. Sans déconner. Ouais, À chaque fois qu'il essaie de parler, littéralement l'impression qu'il apprend à parler. Tu vois, c'est une souffrance de l'écouter, vraiment, quoi, tu vois. ouais. Après, c'est pour être grand que le personnage, mais c'est vraiment une souffrance d'écouter. Le mec, il sait pas jouer. Tu dis pourquoi tu prends le BG du moment pour jouer Frankenstein. Parce qu'il faut vendre le film, mon ami. Frankenstein, Ouais. il est moche, Frankenstein. Il n'est pas Ah, censé, il oui, est pas, mais il est pas censé garder un cap de séduction visuelle. C'est Frankenstein. c'est le regard de Del Toro. Et pour Del Toro, il est beau. Je Ah trouve bah oui. que c'est Non, mais cohérent quand même, malgré tout, non? avant qu'il Ouais. t'arrivait à te rendre les monstres beaux. Nomak dans Blade 2, tu finissais par le trouver beau. Oui. C'est pas Ouais. été pareil pour le labyrinthe de Pan, c'est pas etc. Mais c'était des monstres, des vrais. Là, tu as l'impression que le monstre, en fait, il le rend délibérément un peu glamour, en fait, etc. et tout, pour que tout le monde l'aime sans qu'il ait d'efforts à faire particuliers pour nous le faire aimer. Et en plus, il y a un délire technophile dans le film qui, moi, m'a vraiment mis mal à l'aise, quoi. J'ai l'impression que la plus grande erreur de Victor Frankenstein dans le film, c'était pas d'avoir transgressé le tabou ultime qui est la mort, c'était de ne pas l'avoir bien fait. Ah, tu aurais pu mieux le faire. Le ton Frankenstein a Hmm. pas exécuté. Et à un moment donné, c'est même choquant. Le mec, il prend des morceaux de cadavres partout, bam, bam. En plus, il profite de la guerre en cours pour se nourrir de cadavres de pauvres pour assembler son truc. Il patauge dans le sang, dans la chair, dans les os. Il en a jusque-là. Il en a surtout rien à foutre. La matière est complètement déréalisée là-dedans. Ça a plus d'impact, plus d'importance, plus rien, quoi. Et moi, il m'a mis mal, je te jure. Le, Hmm. j'ai l'impression que c'était un Frankenstein réalisé par Del Toro qui aurait été colonisé cérébralement par un body snatchers, quoi. Moi, le truc qui m'a un petit peu fait froncer les sourcils, c'est la patine Netflix. Hein. Là, il y a de ça aussi, ouais. Cette espèce de patine de jeux vidéo là, insupportable. Il y a une scène avec des loups, à un moment donné, les loups sont dégueulasses. Il y a aussi de ça, ouais. Moi, c'est le plus gros défaut de ce film pour moi. C'est la tare du film, pour moi, elle est là. C'est la Netflixisation de l'image. Euh, Benjamin, tu rejoins Guillaume aussi ou pas? Bah, moi, j'ai pas encore vu Ah oui, celui-là, c'est vrai, pardon, tu mais m'avais j'ai dit, une ouais. question pour Guillaume, puisqu'il a pas aimé Vas-y. le film, et je sais Ouais. qu'il a À vraiment, sortir, vraiment je la pas sens. aimé. Après, je la connais Et c'est complètement. une question qui va être fun. Est-ce que du coup, tu penses qu'on devrait revoir Van Helsing de Stephen Sommers? Franchement, en vrai, Mais c'est un chef-d'œuvre, Van Helsing. en Sûr. vrai, en vrai, je pense que ça va piquer. Je pense que ça va toujours, même un peu plus piquer les yeux sur certaines scènes. Mais oui, oui, clairement. Parce que je pense qu'il y a au moins plus de sincérité dans Ah la oui. matrice de Stephen Sommers que dans la volonté que dans la maîtrise de Del Toro. Parce que Frankenstein de Del Toro est un film maîtrisé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Visuellement, ouais, non, tu peux pas. Il Oui, faudrait, oui, sans aucun doute. il Je trouve. faudrait être Ouais. d'une mauvaise foi aveuglante pour te dire que ce film est moche. C'est impossible. Mais le problème, c'est au service de quoi? La beauté est au service de quoi? Pour défendre quoi, en fait, tu vois? Et ça, par contre, ça m'a gêné, je l'ai pas trouvé. Fouad, là, je vais te faire kiffer. Le film m'a même donné envie de remater le Kenneth Branagh. Oui, oui, Je je jure, l'attendais, je l'attendais. je jure, promis, je vais le revoir et je suis sûr que je peux Oui, le faire.
Del Toro. Ah, si Del Toro t'a fait changer d'avis sur Kenneth Branagh, alors là, je dis merci Guigui. Euh, non mais j'entends, hein. Je sais plus, à l'antenne, il y a quelque temps, on avait dit que quand un cinéaste embrasse son totem, Ouais, ça peut être problématique. Il y a clairement. comme une timidité, comme une espèce de fébrilité lorsqu'un cinéaste regarde droit dans les yeux le totem de sa filmographie. Hein, bon, Spielberg et Hook, hein, par exemple, hein, Spielberg et Peter Pan, Tim Burton et je ne sais plus sur quel film Alice au aussi. Pays des Merveilles. Alors, c'est pas une totale réussite, mais vraiment, j'en ai pris pour j'en ai eu pour mon argent, hein. C'est somptueux, quoi. La tapisserie est somptueuse, hein. Ah, mais C'est une somptueuse tapisserie, quoi, Frankenstein. c'est ça le problème. Et tu viens de le dire, tu l'as mot, Ah oui, ouais. c'est une tapisserie. Mais toi, c'est ce que tu lui reproches précisément. Ouais, Le problème, c'est que je trouve je que c'est pas de comprends. Del Toro, à Ouais. l'exception notable de Nightmare Alley, que j'ai vraiment adoré et que je considère peut-être pour son meilleur film, Ah que ouais. ce soit La Forme de l'eau ou que ce soit Crimson Peak, ce sont des films tapisserie. Et ce que je dis par là, c'est que tout est à la surface. T'as l'impression que le mec, pour se faire valider et, et comprendre de la part de la public plus large, il fait tout pour que les éléments de compréhension soient là, en fait, juste là. Que t'aies plus, que t'aies plus à plonger dans le film, qu'il n'y ait plus quelque chose à chercher dans les profondeurs pour que le truc t'accompagne un petit peu plus que une demi-heure après la séance, quoi. Et encore une fois, ça, c'est un truc que tu peux reprocher à Cameron sur l'Avatar, c'est un truc que tu peux reprocher à Edgar Wright sur le Running Man, et c'est un truc que tu peux reprocher à Bong Joon-ho même sur Mickey 17. Allez, je La te surface. rejoins, hein, Guillaume. Mickey 17 m'a laissé un peu tiède. J'ai passé un bon moment, mais un peu en dessous, quoi, hein. Et ouais, c'est intéressant, hein, ce qui se dit ici, hein. Nos vaches, Ah, sa- nos vaches sacrées sont, bah, elles vieillissent aussi, hein, comme nous tous, mais hein. il y en a un qui a su Voilà. nous surprendre, je pense, c'est James Gunn sur Superman, pour le coup. Il est vrai. Parce que, bah, franchement, nous, il nous a fait rentrer dans un monde qui était déjà en mouvement. Ah, moi, je sais pas du tout acheté, hein, mais bon, j'entends ce que vous dites, hein, messieurs, hein. Pour moi, James Gunn, c'est une escroquerie, mais peu importe, c'est intéressant. Alors, retour de nos vaches sacrées, avec plus ou moins de bonheur, hein. Ah, on a pu le voir avec nos réactions. Des surprises, des surprises. Alors là, je vais vous laisser prendre la parole, mes amis. Ce sont des films que je n'ai pas vus parce qu'ils me disent absolument rien. Alors, on va commencer par la plus grosse curiosité. Femme de ménage, c'est ça, hein. C'est Et là, enfin, ouais. la femme de ménage de notre ami Paul Feig. Paul Feig, qui. Alors, je dois confesser que j'ai bien aimé son film avec Blake Lively, là. L'ombre et d'Émilie. L'ombre d'Émilie, là, espèce de thriller là, qui est plutôt sympatoche. Là, j'avoue qu'il m'a plutôt convaincu. Après, alors, il semble, notre ami Paul Feig, hein, je ne sais pas comment on dit, Euh, hein, il aime les portraits de femmes, hein. Hein, ça domine, hein, sa filmographie. Euh, alors, La femme de ménage est adaptée d'un best-seller, hein, si j'ai bien compris. Bon, moi, je ne l'ai pas vu. L'affiche, bon, ne m'enthousiasmait pas plus que cela. Euh, les actrices principales non plus. C'est toi, Guillaume, qui m'en a parlé. Quelle mouche t'a piqué? Bah, Ça m'a beaucoup étonné de ta part, en plus. en vrai, j'aurais jamais été le voir Ouais. si. Là, pour le coup, j'ai fait le mouton, quoi. J'aurais jamais été le voir si les gens n'allaient pas tous le voir, quoi. Je me suis dit, Ah, est-ce qu'en 2026 peut encore, qu'est-ce qui peut créer l'événement avec un film qui a l'air tout droit de sortir d'un thriller domestique des années 90, tu sais? J'ai été curieux, en vrai. J'ai été curieux. Et bah, tu sais quoi? ah, ouais. Grand frère Alors? m'en a. Ah, J'ai pas passé un mauvais moment du tout. Je me suis même très plutôt bien. excité. Déjà, D'accord. je me dis, déjà, Ciné très très difficile de regarder Ciné dans les yeux, surtout sur le grand écran. Très difficile. Difficile de garder le regard au-dessus du niveau de l'eau. Très très compliqué. Mais, mais par contre, il y a un truc que Paul Feig fait très bien, je trouve, c'est qu'il t'instaure dès le départ une ambiance, tu sais, outrancièrement soap, sitcom, tu sais, avec famille presque parfaite, un peu déréglée par la femme qui perd la boule, qui perd les pédales. Très bien joué, tout dans l'excès par Amanda Seyfried. Qui est presque en mode Bette Davis dans Katy Larvier à Baby Jane.
Et, tu sais, et dès le départ, tu comprends que ça, c'est un monde d'apparence, c'est un monde d'illusion, que c'est juste des fétiches comme ces compagnies, et que tout, bah, et là, que pour le coup, c'est une tapisserie, tout ça, qui ne demande qu'à craquer. Et quand ça craque, bah, le mec a le sens du timing pour le faire au bon moment, juste avant que tu te dises, c'est trop, j'y crois plus, là, je vais en sortir. Je sais déjà que ce qui va se passer, je sais déjà que tout ça que le château de cartes va s'effondrer. Donc c'est bon, hop, stop. Il le fait vraiment au bon timing, tu vois. Et c'est difficile d'avoir le bon timing dans ce genre de truc, tu vois. Juste au bon moment où le spectateur de bonne volonté, il faut quand même être de bonne volonté pour entrer là-dedans, on va pas se mentir, n'en a plus assez pour continuer à marcher. Et bah il le fait, ça craque, bon t'as des histoires, ça vole jamais bien haut non plus, tu vois, mais t'as un petit peu ce que Scorsese faisait sur Shutter Island. Toute proportion gardée. Toute Ah non, proportion mais j'ai gardée. rien dit, j'ai rien dit. Non, mais c'est intéressant. Non, mais Je donne beaucoup de valeur à ton avis, c'est pour ça, je suis très, C'est, très surpris. c'est Après, voulu. Ah, mais faut très bien bien. accepter, Ouais. faut bien accepter que c'est un film à twist et pas un film à suspense. Ouais, D'accord, ah ouais. d'accord. Il y a Donc il y a une zéro révélation suspense. finale. Ok, Voilà, en fait, alors, c'est une suite de révélations que tu vois plus ou moins venir, et je pense que c'est la grosse limite du film, c'est de pas avoir davantage travaillé sur le suspense pour faire gonfler la surprise, plutôt que de s'appuyer sur des ressorts narratifs qui arrivent quand même à gros sabots, qui débarquent voilà, de manière d'accord, d'accord. explosive. Par contre, Guillaume a raison. Moi, je trouve que Paul Feig, bon, c'est pas un mauvais bourg. Il fait du très bon boulot. Ouais, Tout est j'ai rien artificiel. contre lui, hein, mais ouais, Et c'est vrai que quand on débarque dans ce monde, on se dit, OK, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui se joue contre nous. Et moi, ce que j'aime bien, c'est par contre, c'est dans le basculement. C'est pas tant le twist, c'est la manière dont, à un moment donné, le twist est amené, mais enfin, la manière dont la porte se referme sur le personnage de Sydney Sweeney. Il y a tout un jeu à un moment donné de montage avec la porte qui se referme, le loquet. Et d'un seul coup, bim, un plan large, et il se passe plus rien à l'enfermer, quoi. Ouais, On se c'est ça. dit, ah, là, il y a un truc. Amanda Il- Seyfried, elle est vraiment étonnante. C'est quelqu'un qui se donne à fond. Je trouve que le plus gros problème, moi, c'est Sydney Sweeney, hein, je n'y crois pas une seconde. On parlait tout à l'heure de, comment il s'appelle dans Running Man, Glenn Powell, hyper baraque, et de sa copine, hyper canon dans un monde post-apo, quoi. Et surtout où il y a de la misère. Bon, là, Sydney Sweeney, quand on la découvre, en fait, elle dort dans sa voiture. Elle se lave avec des lingettes. Elle est fraîche. Elle est, Mais moi, c'est pas elle qui m'a plus dérangé niveau acting, c'est plus le mari. Il y a un moment donné, il y ouais. a un truc qui devrait incarner. C'est qui le mari? C'est un type qui s'était fait remarquer, je crois, dans un truc sur Netflix. Mais en fait, D'accord, moi, sans spoiler, à un moment donné, le gars doit incarner un truc qu'il n'incarne pas. Et moi, du coup, d'accord. ce que tu parlais, Il lui manque une bizarrerie. ouais, voilà. Ouais, Est-ce que tu Ouais. parlais sur la fin, en fait, le suspense qui ne se fait pas, je pense que c'est en grande partie à cause de ça. Et à cause de détails qui font chier, genre la porte de sa chambre. Tu dis, putain, mais mets-moi des verrous, quoi, tu vois, parce que là, tu dis que. Enfin, Hmm. on est déjà en train de spoiler le film, donc c'est compliqué de s'étaler là-dessus. Bah, tu vois ce que je veux dire, mais ouais, non, mais Paul Feig, en fait, tu te dis que c'est quand même un type, ouais, il maîtrise un peu sa grammaire quand même. Il maîtrise un petit peu Ouais, sa. mais. Et Hmm. après, c'est vraiment un thriller du dimanche soir. Par contre, ça, Hmm. ce qu'on s'était dit avec Guillaume, parce qu'on était quand même vraiment sorti désolé d'Avatar quand même, de pas l'avoir su plus l'apprécier que ça, même malgré des bouts d'audace. Et par contre, j'avais dit à Guillaume, bah, tu vas voir, La femme de ménage, ça va être le thriller du dimanche soir. Mais ça risque d'être plus sympa ça risque d'être un moment plus sympa à passer que sur un truc comme Avatar. Effectivement, c'était pas désagréable, c'était pas une réussite, Ok. Et Bon, et puis, vous me l'avez vendu, les amis. Je vais me le procurer dans le meilleur délai, hein. parce que Paul Feig, c'est quand même un type, tu sens que les mecs, son spectre politique à lui, il est vraiment situé dans ce que tu appelles la gauche américaine et tout. Et là, pour le coup, tu sens qu'il a une volonté de taper sur la tête des 1%, ou plutôt des 10%, tu vois ce que je veux dire? Mais il le fait bien. Et ouais, ouais, c'est vrai. il le fait bien, en fait. Tu sais, il y a le côté papier glacé, hyper forcé de ce monde-là, qui est dépeint dans les magazines et compagnie. Je trouve que ça fait même partie de sa photographie, de sa direction artistique. Hmm.
Du coup, rien que là-dedans, tu as déjà une attention qui n'est pas un discours qui se placarde en sous-titres sur l'écran, mais qui est juste déjà une pure affaire visuelle, quoi, tu vois, et qui est pas mal fait. Et à la fin, tu as même, t'as même un plaisir de sale gosse à plonger là-dedans qui m'a rappelé le film préféré de Benjamin en 2025, Évanoui. Non, non, mais c'est marrant parce que en vous écoutant, je raccroche ce que vous dites au propos, à une phrase qu'a prononcée le journaliste Stéphane Moïsakis. Il y a quelques années, il disait que Paul Feig était un cinéaste très intéressant. Et alors, j'avais saigné des oreilles quand j'avais écouté ça. Mais je me dis, mais peut-être que je suis en train de rater quelqu'un, en fait. Peut-être que. Voilà, donc, moi, vous me l'avez bien vendu, les amis. Je pense que je vais m'y intéresser à cette femme de ménage. L'autre surprise, c'est Marty Suprême. Marty Suprême, bon, que perso, je n'ai pas vu. Euh, donc, il y a les frères Safdie, c'est ça, ce sont deux frères cinéastes qui ont travaillé ensemble. Moi, j'avais vu leur Good Times avec Pattinson. J'avais trouvé ça très arty, très machin, mais ça ne m'avait pas plus emballé que ça. Et, euh, et ce sont il y a un des deux frères qui a une carrière d'acteur, qu'on a vu chez Nolan Et Adam Sandler. Et Adam Sandler. et Adam Sandler. Et là, ces derniers temps, ils semblent avoir chacun un peu leur carrière à eux, puisqu'ils ont réalisé chacun un film en solo. Donc, le film avec le catcheur, là, Smashing Machine, là, je crois, avec Rock, qui lui avait valu une nomination, je crois, aux Oscars, et réalisé par un des frères. Et l'autre frère, Safdie, là, qui nous vient avec Marty Suprême, avec Timothée Chalamet, hein, euh, une prestation qui a fait grand bruit, j'ai l'impression. Alors, je ne l'ai pas vu, c'est une histoire vraie, si j'ai bien compris, sur un champion de ping-pong. Je ne sais pas si j'irai le voir, tout dépendra de vos propos, les amis. Alors, en quoi ce film vous a enthousiasmé, les amis? Tu l'as vu, Benjamin? Non, c'est que Ah oui, Guillaume qui l'a pardon. vu. Et Guillaume, en quoi il t'a enthousiasmé? Parce que quand je t'ai demandé, tu veux parler de quoi? Tu me dis, ah, Marty Suprême. Pourquoi? Bah, en fait, c'est pas que j'ai Ouais. nécessairement adoré le film outre mesure, mais par contre, je l'ai Oui. vraiment trouvé intéressant et je me dis, putain, c'est un film qui, je pense, sera une pastille de ce qu'était 2026 ou les années 2020. Ah, et pourquoi? Parce Ouais. que, parce que de la même façon que le film a essayé de s'imposer à nous à travers le marketing ultra agressif mené notamment par Timothée Chalamet, Marty, c'est un mec qui passe son temps à essayer d'imposer ce qu'il considère être sa destinée manifeste, ce grand truc américain de dire j'ai un grand destin m'attend, tu vois ce que je veux dire, drivé pour des motifs religieux et compagnie, à tout le monde en fait. Et il est chiant, il est imbuvable, insupportable ce mec. C'est un mec imbuvable. Il passe son temps à essayer de vendre son destin, de vendre son rêve de devenir champion de ping-pong enfin, dans les années 50 à peu près, à tout le monde. Et il est prêt à tout pour ça. Et du coup, le parti pris du film, c'est de te dire, je vais essayer de t'accrocher à un mec qui est complètement antipathique. D'accord. Est-ce qu'il Rien il y de parvient? sympathique. Ouais, il y parvient? Je vais spoiler. J'ai trop Ah bah spoilé. non, alors on va pas spoiler alors. Ok. Je peux pas aller D'accord. trop loin. Et tu vois, Donc, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais. t'as cet esprit de dire, je vais essayer de t'accrocher non pas à la sympathie que tu n'éprouveras pas pour ce mec-là, mais à sa volonté, à sa façon de ramer systématiquement contre le courant, à marcher contre les moulins à vent, et toujours continuer encore. Et en fait, c'est ça, tu participes, tu t'accroches à une volonté, à un truc, une direction très cinégénique, en fait, de droit devant, tu tombes, tu remontes, tu tombes, tu tombes. Il y a un truc qui est complètement épuisant dans ce film à ce niveau-là, quoi, tu vois. Mais vraiment, et en plus, comme tu dis, je pense que la réal de Josh Savdi, qui fait des trucs de ouf quand même, en termes de montage, notamment sur les scènes de ping-pong, mais pas que, en fait, elle a cette façon de. Ça vient de partout. Tu sais, il y a 40 personnages qui parlent, etc. Et tout, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. T'es toujours ballotté d'un truc à l'autre, tac, 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 tac. Et même Marty, quand il tombe, il se relève et tu passes toujours à autre chose. Ta, 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 ta. T'as pas de plage de repos en fait. T'es toujours hyper saturé, sollicité. Et quelque part, c'est un film réseau social.
C'est un film qui te montre que tu peux prendre pour ce qui est un réseau social en 2026, avec ses avis contradictoires qui viennent de partout te commenter un truc, tac, 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 tac. Donc tu vois, encore une fois, pour ça, moi, le film, je lui trouve plein de limites cinématographiques, mais par contre, je ne lui retirerai jamais le fait d'être un vrai film de son époque, qui représentera son époque dans les années à venir. Et ça, j'en suis persuadé. Et, euh, et Dieu sait que j'avais du mal avec Timothée Chalamet au début. Mais d'une, dans le film, je le trouve vraiment très bon. Et je le trouve vraiment excellent. Et en plus, le rôle le combat très bien. Et de tous les efforts qu'il a fait pour promouvoir le film et lui accorder une place, en fait, dans l'attention volatile généralisée, ça devrait faire poser des questions à tout le monde dans le milieu du cinéma. Comment faire en sorte pour refaire que les films aient une place, est une vraie place dans la saturation d'informations générales. Comment tu fais pour promouvoir un film aujourd'hui? Comment tu fais pour le mettre en avant? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est une vraie question, ça, c'est vrai, ça. Ouais, tout à fait. Selon Ouais. moi, selon moi que Cameron sera ça à te dire comment je vais faire pour faire payer 30 balles, 30 balles ta place de ciné avec la nouvelle technologie IMAX 8D machin truc. Au bout d'un moment, je pense que les vraies questions, c'est plus celle-là qui, qui, qui émerge. C'est vrai, le cinéma n'est plus au centre de la vie culturelle ou un pilier de la vie culturelle, hein. C'est un contenu parmi d'autres, hein, j'ai l'impression. C'est vendu, hein. Je vais me procurer Marty Suprême dans le meilleur délai. On va terminer ce tour de table cinématographique avec un chéri, une autre vache sacrée, qui, moi, pour ma part, vous serez d'accord, revient en grande forme, Sam Raimi. Sam Raimi, on l'avait quitté, on avait chroniqué, on avait traité son Marvel Movie, là, qui était plutôt sympatoche. Euh, et là, il revient avec un projet qui a été vendu, je me souviens, lorsque son tournage avait été annoncé comme un croisement entre Seul au monde et Misery. Alors ça, rien que ça, boum, ça fait très envie. Et oui, c'est bien ça. C'est un film qui était bien vendu, hein, un croisement entre Castaway et Misery. Euh, alors moi, c'est un retour en forme pour moi. J'ai retrouvé le Sam Raimi que j'aime, et plus encore. Euh, donc avec Rachel McAdams, qui joue une espèce de comptable, hein, qui est un peu le boulet de son entreprise, hein, pas le boulet, mais une femme, euh, une femme à chat, j'ai l'impression, une femme à chat que tout le monde déteste dans sa boîte. C'est le boulet Euh, social, en fait. voilà, boulet social, ouais, c'est le terme, c'est un boulet social euh, qui voilà, les gens font semblant de l'apprécier, mais derrière, ils n'en pensent pas moins, et qui, par un concours de circonstances, se retrouve dans un crash aérien, euh, et ce crash dans le jet privé de son patron. Donc, elle et son patron se retrouvent tous les deux sur une île déserte. Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié la prestation de Rachel McAdams, qui est une actrice magnifique, hein, en plus, hein. Elle est magnifique, Rachel, hein. Là, qui est dans un numéro où elle est enlaidie. C'était assez fascinant de la voir comme ça. Elle m'a un peu évoqué Frances McDormand, un peu, un rôle un peu à la Frances McDormand. Et je suis toujours très sensible au. Alors, sauf erreur, hein, c'est la première fois que Sam Raimi se coltine une scène de crash aérien, pour ma part. Oui. Je ne l'avais jamais vu traiter un crash aérien. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un délire que j'ai. Pour moi, c'est une figure de style à part entière, le crash aérien. Ouais. Au même titre que la poursuite à pied, la poursuite automobile. Et moi, voilà, je me suis dit, mais tiens, comment Sam Raimi va s'en tirer? Et s'en tire brillamment, quoi, hein. La scène du crash est assez époustouflante. J'ai retrouvé la méchanceté, l'acidité de Sam Raimi, euh, avec des personnages que tu adores détester, hein. Dylan O'Brien, hein, qui joue le patron de l'entreprise, le PDG, est détestable à souhait, et je trouve qu'il est très convaincant dans ce numéro. Ensuite, toute la vie sur l'île est assez bien traitée. Moi, j'aime comment ce personnage le scénario te ménage des doutes. Parce qu'à un moment donné, bon, le personnage de Rachel McAdams, c'est pas tout à fait une victime. Tu te poses des questions sur son intégrité à elle. Tu te dis, mais est-ce que ce ne serait pas elle la méchante finalement? Et j'aime comment le scénario joue avec ça, à te faire danser sur deux pieds différents. Euh,
Je suis un petit peu moins convaincu par la dernière partie, mais peu importe. Le film m'a emballé, quoi. Benjamin, qu'est-ce que t'en as pensé? Euh, moi, j'étais abasourdi. Et déjà, jusqu'à la fin, j'ai été surpris par le film. Ce qui est assez rare, je pense, aujourd'hui, Mhm. pour le souligner. Mhm. Et surtout, c'est un film de monstre. Et c'est un film de monstre dans lequel Rémi ne ménage pas son point de vue sur le capitalisme, comme il l'a déjà fait avant, sauf que là, je pense qu'il va jusqu'au bout. Et beaucoup disaient, ah, ça va être un film de lutte de classe, et peut-être que les rapports vont se renverser. Mais en fait, chez Rémi, c'est génial parce que les rapports ne peuvent pas s'inverser. C'est-à-dire que dans le capitalisme américain notamment, on s'écrase les uns les autres, on n'inverse pas les rapports. Et on devient le monstre de l'un ou le monstre de l'autre. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est la naissance d'une créature qui est au départ pas très jolie, hein, on l'a dit, effectivement, Rachel McAdams, elle est victime de son patron qui préfère choisir un autre employé plutôt qu'elle, qui est compétente pour le poste de directeur général adjoint, si je dis pas de bêtises. Qui finalement, dans ce mode survivaliste, va s'embellir. Hmm. Et c'est ça qui est terrible, c'est que en devenant une survivante, elle devient belle, mais pas que, c'est-à-dire en devenant une manipulatrice, elle devient belle. Et c'est ça le truc chez Rémi, c'est que dans le fond, on retrouve aussi tout ce qu'on avait dans le Magicien d'Oz, avec la sorcière qui devenait moche, etc. On retrouve son vocabulaire, et jusqu'à la fin. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Même le point de vue caméra, la première personne, qui est souvent le point de vue du monstre, devient ici un point de vue de sanglier, quoi. Et avec une course au sanglier qui est pareil, hilarante, un crash d'avion, comme tu l'as dit, Fouad, moi, j'en avais pas vu d'aussi excitant depuis des années et d'aussi drôle. Et c'est un Sam Raimi qui a pas perdu de sa drôlerie, mais oui, qui a surtout un discours politique qui est terrible, hein. C'est un pamphlet absolu sur le capitalisme et sur le fait que dans le fond, on ne peut pas renverser les monstres sans en devenir un dans ce milieu-là, c'est impossible. C'est Ouais, impossible. très Et, intéressant, c'est très euh, juste, hein. et, et, Ouais. et je trouve que le film là-dessus est passionnant. Mhm. Et tu parlais de Misery. Moi, je pense à La Guerre des Roses. Oui, et Parce que que, je viens d'acheter d'ailleurs. Ouais, ouais. voilà, Ah ouais, et pourquoi alors? Pourquoi? parce que c'est aussi l'histoire d'un duo qui peut se transformer en couple, mais qui se Ah ment oui, finalement à chaque fois, oui, c'est vrai. Ouais. les uns les autres, qu'ils essayent de se sauver, qui se font beaucoup de mal, qui se mentent. Enfin, je vais pas spoiler parce que la scène est géniale, mais il y a une scène un peu terrible où on imagine que Rachel McAdams fait quelque chose d'horrible à Dylan O'Brien, ce qui n'est pas le cas, mais du coup, il y a aussi ces choses-là qui viennent de La Guerre des Roses, qui était un film de Danny DeVito, qui Oui, était en plus lui-même très inspiré par Sam Raimi, donc la boucle était ch- à mon sens bouclée. chef-d'œuvre, La Guerre des Roses. Voilà. Ouais. Ouais, je pense que c'est un film qui gagne à être vu, revu encore une fois. Il y a un gros travail du rythme. Parfois, je me dis, purée, il joue à la minute près. Peut-être la scène va être trop longue. Non, il arrive encore à basculer. Et il y a un doute perpétuel, quoi. Il y a un doute perpétuel sur la nature des personnages et même sur nous, notre émotion, comment on doit se comporter envers eux, pour qui on doit être désolé. Moi, à un moment Ouais, c'est donné, je ça me qui est disais, purée, en intéressant, fait, hein. Ouais. ouais, je me disais, c'est un cirque de monstres. Ouais, Et ouais, nous, on est c'est pris vrai. dedans. Ouais. On est pris dedans malgré nous. Et Rémi est en train de nous faire du mal, quoi. Et ouais, on retrouve toute sa méchanceté, son audace. En plus, pour un film à 40 millions de dollars, qui est à plus de 90 aujourd'hui, bonne nouvelle, quoi. C'est un mec qui a pas perdu sa méchanceté, Il qui est a un toujours là. regard sur le monde Eh et sur ouais. son pays qui est très très clair. Et alors ouais, c'est pas un film qui est rempli d'espoir, ça c'est une certitude. C'est un film même dont la fin est très méchante. Terrible, hein. Ah C'est ouais. vicieux quoi. C'est Et, absolument vicieux. Et on se dit à la fin de ce film, mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi? J'ai Qu'est-ce qu'on peut faire? ouais, non, l'impression mais que t'as... j'ai Vas-y, Fouad. beaucoup aimé, Benjamin, quand tu parles de sorcière, hein. Ah ouais. Et c'est une sorcière, hein. Elle fait partie des galeries de sorcières de Sam Raimi, en fait, hein. J'aime beaucoup ça, hein. C'est marrant, Tu nous rejoins, Guillaume, ou pas?
Ouais. J'ai pas vu le film, du coup, là, Ah mince. du coup, je vous écoutais Ah ouais, il parler, mais faut le voir, mon ami. quand Ouais. j'écoutais Benjamin, Ouais. j'ai l'impression parfois que vous parlez de Killer Joe. Le vrai film. Oui, oui, ouais, pourquoi pas. Ouais. Killer Joe, ah ouais, un grand moment fréquinien, Killer Joe, formidable. Ah ouais, 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 c'est vraiment, Qui hein? aimait, Mm. qui aimait te mettre dans le mal, tu sais. C'est Qui ça, aimait ouais, t'es vraiment mal à l'aise, hein? Ah ouais. clac, clac, clac. On va terminer ce tour d'horizon cinématographique par nos attentes. Voilà, moi, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup, hein, qu'on a traité dans le show, c'est Gore Verbinski. Hein? On se disait, Guillaume, quand est-ce qu'il va revenir? Putain, quand est-ce qu'il revient? Eh bien, son dernier film est sorti aux États-Unis, pas en France, mais aux États-Unis, dont le titre est assez fun et assez cool. Good Luck, Have Fun, Don't Die. Il est sorti aux States le 14 février. Pas de sortie en France pour l'instant. À mon avis, ça m'étonnerait vu que, comment dire, bon, le film a marchouillé, mais c'est pas un succès. Bon, c'est un film qui a été sorti sur un circuit restreint de salles. Il a fait la tournée des festivals dans lesquels il a été très bien reçu. C'est un film sur fond d'intelligence artificielle et de voyage dans le temps. Moi, la bande-annonce me fait sauter au plafond. Ça a l'air d'être un retour en grande forme de Gore Verbinski, qui embrasse là donc un petit budget. Hein. C'est un film qui a coûté 20 millions, 25 millions. J'espère au moins qu'il va être édité en vidéo, mais bon, j'ai pas grand espoir. Euh, Vous avez vu la bande-annonce, messieurs? Non, mais du coup, je l'ai maté juste après. Ah oui, il y a Sam Rockwell, il y a un très beau cast, il y a Zazie Ah si, Beetz, je l'ai vu passer, ouais. il y a Zazie Beetz, il y Mm. a Michael Peña, il y a la petite Shirley Temple, Juno Temple. Vraiment, on retrouve moi, ce que j'adore chez Gore Verbinski, c'est qu'il est capable, enfin, il est à l'aise avec des prods à 300 patates, comme on a pu le voir sur Pirates des Caraïbes. Mais il y a toujours eu chez lui un côté méchant, un côté acide, un côté complètement barré. Et là, ce film-là semble donner toute liberté, toute place au côté barré de Gore Verbinski. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir le voir en France. Juste pour évoquer un truc qui n'est pas une vache sacrée, encore que vu le poids que pèse Russell Crowe, tu pourrais le considérer ainsi, c'est Nuremberg. Alors, je vais pas Alors oui, m'étendre. tiens, ouais, j'ai pas Alors, vu. je vais pas Ouais, m'étaler sur ce film, à part qu'il est extrêmement réussi pour plein de raisons. Juste pour dire un truc, c'est un film de procès qui se déroule pendant, après la Seconde Guerre mondiale, de 2 heures et demie. ouais. Il a coûté 8 millions de dollars. 8 millions de dollars. Le budget café du dernier Jurassic World. Un film d'époque avec Russell Ouais, Crowe, Rami Malek et d'autres stars et compagnie, etc. Où tu as quand même du décor, tu as quand même un peu de ouais. production de assumé. 8 millions de dollars. Et c'est marrant, parce que, alors ça a permis au film de marcher, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il y a personne, il y a personne qui veut vraiment en parler de ça, que le film n'ait coûté que 8 millions de dollars. Tu as l'impression qu'il faut surtout pas ébruiter le truc outre mesure pour ne pas casser la croyance collective qui fait que les films n'ont pas d'autre choix que de coûter aussi cher que ce qu'ils coûtent. T'as vraiment l'impression que ça, c'est un truc qui est passé sous cloche, alors que putain, 8 millions, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Hmm, ouais. Bien, le rave américain avec Raphaël Quénard et Jean-Pascal Casadi, il en a coûté 9. Nuremberg en a coûté 8. Expliquez-moi. Donc, au bout d'un moment, moi, il y avait mon pote, notre ami Jess Liodin, Benjamin et moi, qu'on salue ici, et ce que aussi Cardin disait, les films n'ont pas besoin de coûter aussi cher. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tout est dans la manière de dépenser l'argent. Hein. Tu sais, un budget, ça dit pas tout. Hein. Si dans le budget, t'en as 25% qui tombent dans la poche du producteur, Non, mais voilà, c'est ça. Les chiffres ne mentent pas, hein, les chiffres ne mentent pas, mais tu leur fais dire ce que tu veux, tu vois. Et c'est exactement ça. Le nombre de mecs qui doivent se gaver à Hollywood eh qui oui. voient un Nuremberg, il fait, les gars, on n'en parle pas. Ah, Surtout pas. ah. On n'en parle pas. Parlons de producteur. Je vais évoquer mes lectures. Hein. Donc, Box Office, hein. Alors, c'est une relecture. Hein. C'est un bouquin qui date de 2011. High Concept en titre original. En tout cas, on a eu le plaisir d'avoir une traduction. C'est la vie et l'œuvre de Don Snifson.
Don Simpson, hein, de son vrai état civil, l'ancien associé de Brookie, hein, de Jerry Bruckheimer. Ah, il faut la lire, hein. Ah ouais. Alors, Ouais, je il pense faut. que dans les budgets des prods Don Simpson, une bonne partie est partie en produits et autres pharmacopées, hein. C'est la vie et l'œuvre de Don Simpson. C'est passionnant. T'as l'impression des fois de lire Salaud et les 120 jours de Sodome, tellement c'est hardcore, mon pote. C'est vraiment. Alors, c'est un livre extrêmement bien documenté, qui s'attarde un peu sur sa jeunesse, qui est très mystérieuse à Don Simpson, hein. C'est un monsieur qui a beaucoup inventé, qui s'est beaucoup inventé une vie. Moi, j'aimerais vraiment on va l'aborder, Don Simpson, dans un prochain show, parce que c'est une figure assez, c'est une figure dégénérée, une figure assez, tu vois, c'est assez outrancière d'Hollywood, hein, de Hollywood des années 80 plus précisément. Il avait un budget de 12 000 $ par mois en produits et autres pharmacopées, notre ami Don Simpson, et on pense que c'était, et on se doute bien que c'était pas du Doliprane. En tout cas, il faut le lire parce que il vous donne au-delà de la vie de Don Simpson, il vous donne un aperçu d'un aspect d'Hollywood, voilà, qui est occulté, bien évidemment, mais dont tout le monde connaît l'existence, c'est-à-dire voilà, les mœurs, la drogue, etc., quoi. Donc c'est très bien écrit, très bien documenté. Et pour finir, cet interlude de Bernard Pivot, Peter Jackson, les coulisses du Seigneur des Anneaux, tout simplement. Voilà. Les coulisses de tournage, donc je parle bien évidemment de la toute première trilogie. C'est un ouvrage exceptionnel de Ian Nathan, hein, qui est un habitué des livres de cinéma. Il a eu un accès direct à tout. Donc c'est sourcé de première main. Et il vous plonge dans les coulisses de la fabrication du Seigneur des Anneaux, hein. Les réécritures successives, les faux départs, la production, les négociations avec la New Line, les tournages en Nouvelle-Zélande, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Ça vous met au cœur de la fabrication de ce qui est probablement la grande œuvre de Peter Jackson, Oui. les films de sa vie. Quand on regarde difficultés, les obstacles qui ont été affrontés, euh, et la manière dont le destin de chaque artiste, chaque collaborateur se mêle au destin de Frodon, hein, parce que en fait, l'épopée de la fabrication de ces films est, est- est- est à l'image de l'épopée de Frodon et Sam lorsqu'ils doivent grimper la montagne du destin pour jeter l'anneau. On est dans le même niveau de difficulté. Et c'est pour ça qu'on l'a peu revu après. Je pense que ces films ont laissé des traces. Déjà, il y a laissé un peu de sa santé, ont laissé des traces dans la vie de Peter Jackson. Je pense que, il le dit lui-même d'ailleurs, hein. Euh, il a tellement donné, les équipes ont tellement donné sur Le Seigneur des Anneaux que ça leur a laissé une trace profonde, vraiment. En tout cas, il faut lire ce livre si vous aimez Peter Jackson, qui va être honoré au prochain Festival de Cannes. Enfin, il va recevoir une palme d'or d'honneur, hein. En tout cas, j'ai hâte de le revoir. Il me manque beaucoup, Peter Jackson. D'accord. Mais il avait toujours dit que, enfin, je pense que enfin, c'était connu que la raison pour laquelle le Seigneur des Anneaux, et le Seigneur des Anneaux, c'est que le voyage en Mordor, à travers la Terre du Milieu, ils l'ont fait eux. Ça a été leur tournage en fait. Exactement, tout à fait. Ces films sont historiques dans le sens, leur place dans l'histoire du cinéma. Il n'y a pas, il y a pas il y a pas d'équivalent, ni avant ni après. Moi, j'aime à l'appeler un labor of love. J'aime beaucoup cette expression, le labor of love, hein. C'est un labeur d'amour. Il y a tellement d'amour qui ont été injectés dans ces films-là. Je me suis repassé les 4K là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Putain, les films n'ont pas bougé, quoi. Mm, Les films n'ont pas bougé d'un gramme. C'est du spectacle extraordinaire. Encore un grand merci, les amis. Merci Guillaume. Merci Benjamin. Merci les Merci. amis.
Merci d'être là, merci d'exister. Hein, on vous fait des bisous. Merci à tous nos fans. Cap sur les 1000 abonnés. Hein. En tout cas, voilà, on est de retour. Hein. Benjamin, on va se revoir prochainement. On va poursuivre la série des James Bond. Il faut qu'on termine le cycle Zemeckis. Hein. On n'a plus beaucoup de films encore. Ah ouais, c'est vrai. Il va falloir qu'on termine ce cycle-là. Vous aurez pu remarquer notre tout nouveau générique conçu par Industrial Light and Magic. Hein. Et dites-nous ce que vous en pensez, les amis, de ce nouveau générique. Merci, on vous embrasse, à très bientôt et on vous dit à tout à l'heure. Un ennemi arrive. Il va vous donner tout ce que vous avez toujours voulu. Mais au final, ce sera un gros mensonge. Je viens du futur! Les choses vont pas bien se passer pour vous dans le futur. Ce soir, on a une chance. Dans ce resto, nous avons la configuration parfaite de gens qui peuvent sauver l'humanité. Il se passe quoi si on se plante? Bonne chance, éclate-toi et meurs pas. T'as dit quoi? La révolution commence ce soir! Courez! Tout ça est réel. Oui, à peu près. Oh, bordel de merde! Toute votre existence vous a préparé pour cette nuit. Et tout va bien se passer! Ou pas, on verra. On n'en sait rien.